Bonjour à tous et à toutes. Je fais une nouvelle vidéo qui va faire suite à celle qui parle en effet de l'impact du crédit accordé à une pensée, parce qu'on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans cette vidéo. Donc toujours Frédéric Dautrive qui vous présente cette vidéo. Voilà. Donc pour résumer la première vidéo, je disais que tout ce qui faisait qu'une pensée avait sa puissance, toute sa puissance, c'était à la fois le sentiment ou la sensation qui l'accompagnait, plus la sensation par exemple de joie ou de stress est présente, évidemment plus la pensée va avoir évidemment un impact énorme à la fois dans nos choix, nos décisions, nos comportements, mais aussi notre humeur, notre état d'être, et va avoir aussi un impact sur l'organisme. Voilà. Donc on l'a vu, une pensée qui s'accompagne d'une sensation puissante est une pensée qui en fait est agissante. Voilà. Ça c'est important de le retenir. Et secondairement, et corollairement j'allais dire, ce qui est intéressant aussi de retenir, c'est que ce qui donne en fait tout le pouvoir finalement à cette pensée, encore une fois accompagnée de sensations, c'est évidemment le crédit qu'on lui accorde, et c'est souvent un crédit inconditionnel. Puisque cette pensée est accompagnée d'un ressenti, alors elle passe pour une vérité. C'est là où finalement le phénomène est tronqué, puisque dès lors qu'il y a un ressenti, on s'imagine que c'est vrai puisqu'on le ressent. Si vous faites l'essai de vous dire juste à la seconde, pour ceux par exemple qui ont une maladie, ou peu importe, mais par exemple pour ceux qui ont une maladie, je suis guéri, si vous ne faites que le penser sans le ressentir, vous allez voir qu'en fait cette pensée pour vous n'aura aucun impact, restera très neutre. Idem pour quelqu'un qui dirait je suis riche à millions. Voilà, s'il ne fait que le penser sans le ressentir profondément et sans que ça soit animé d'une joie intense ou d'un plaisir intense, d'une sensation intense, il ne se passera rien. C'est une pensée qui n'a absolument aucun pouvoir. Pourquoi? Parce que 1, elle n'est pas accompagnée d'une sensation. 2, comme elle n'est pas accompagnée d'une sensation, bah forcément on n'y croit pas. On n'y accorde aucun crédit. Donc le phénomène de croyance inconditionnelle, il est vraiment là. C'est-à-dire qu'il agit dans les deux sens, à la fois pour les pensées négatives et positives. On ne remet pas en question la nature de la pensée et la sensation qui y est associée. On y croit, point. C'est une vérité, point. Ce n'est pas à remettre en question, c'est comme ça. C'est ce que se dit l'esprit. Et c'est là justement tout le travail qu'il va y avoir à faire par la suite, c'est de prendre chaque pensée, chaque croyance, et de la noter sur une feuille, et évidemment de commencer la première chose évidemment, à douter de la véracité de cette vision des choses. Je vais faire demi-tour parce que là je ne sais pas où je vais. Voilà, de cette vision des choses. Donc ceci est important parce que dès lors qu'il y a un crédit inconditionnel accordé à une croyance, et bien forcément il n'y a pas de doute. Alors s'il n'y a pas de doute, et ben il ne peut y avoir remise en question. Ça va de soi, c'est de la logique en fait, tout simplement. Voilà. Et ça c'est important, c'est vraiment important, c'est de commencer à douter de la véracité d'une croyance, notamment, évidemment, notamment celles qui sont négatives, c'est-à-dire celles qui vous occasionnent du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, de la déprime, voire aussi la dépression, et plus encore les idées suicidaires aussi. J'ai fait une vidéo là-dessus. Les personnes qui en arrivent à se suicider ne cherchent pas véritablement à mourir en premier lieu, elles cherchent juste à arrêter de souffrir. Or, qu'est-ce qui nous fait souffrir? Ce ne sont pas les choses, pour reprendre ce que disait Confucius ou Lao Tse,
on souffre de ce qu'on pense des choses. Donc ça c'est vraiment, hop là, j'ai fait un petit écart, ça c'est vraiment quelque chose à retenir et qui est fondamental. La souffrance n'est pas due aux circonstances, ni à une personne, elle est simplement due à ce qu'on en pense. À la fois ce qu'on pense de nous vis-à-vis d'une personne ou d'une situation et ce qu'on pense de la situation. Tant, en fait, pour résumer, tant qu'on met une pensée entre, j'allais dire, une circonstance, l'autre et nous, eh bien, et surtout quand elle est négative et stressante et anxiogène en gros, eh bien nous perpétuons la souffrance en question. Tout simplement parce que nous ne remettons pas en question la version que nous avons de notre histoire. Et c'est là que commence véritablement le travail, en effet, d'aller déboucher, j'allais dire, les tuyauteries encombrées d'un tas de pensées qui sont en fait une véritable pollution. C'est une pollution mentale, et c'est une forme d'écologie finalement que de commencer à nettoyer les pensées qui nous freinent, qui nous ruinent la santé à la fois psychique et physique. Et ça commence en fait par la première étape, le doute. Tant que le doute ne s'installe pas, il ne vous sera pas possible de pouvoir remettre en question la pensée. Et c'est la première étape qu'il convient de mettre en place. Et ensuite, évidemment, la deuxième étape, évidemment, est d'essayer de comprendre votre histoire ou les circonstances ou la relation à un autre d'une autre manière, sous un autre angle. Et tant qu'en effet le doute n'est pas installé par rapport à la version première que vous avez des choses, eh bien ceci va perdurer. Et alors évidemment le mental est très doué, je veux dire, il est passé maître en la matière quand il s'agit, je regarde ce que je traverse comme la dernière fois, hein. Le mental est très doué quand il s'agit d'argumenter une façon de voir les choses. Il va vous trouver, dès lors que vous êtes persuadé de votre version, il va trouver tous les éléments possibles et inimaginables, voire même quasiment en inventer, pour pouvoir argumenter la version que vous avez. Parce que comme vous la prenez pour une vérité, forcément, personne ne peut être dans la contradiction. Et en même temps, votre mental ne supporte pas cette contradiction. C'est-à-dire qu'il est le premier à ne pas pouvoir reconnaître qu'il s'est trompé. Et c'est là que l'histoire est piégeante. Et c'est là tout l'exercice, c'est justement d'apprendre à commencer à douter. Et en fait, c'est facile finalement pour commencer à douter d'une pensée. Si elle est vraie, alors elle vous libère sur l'instant, sur le champ. Elle vous soulage d'un poids, et ça se ressent à la fois psychiquement et physiquement. Voilà. Si c'est un mensonge, c'est-à-dire si le mental entretient depuis des années une version qui est fausse, eh bien ça entraîne derrière anxiété, tous les états anxiogènes, voilà, hein, qui vont du simple stress, spasmophilie, j'en passe et des meilleurs, jusqu'à éventuellement le suicide. Voilà, donc on passe vraiment par des étapes importantes. Donc c'est important de voir à quel point le mental est puissant dans son argumentation, et à la fois il peut être puissant dans l'argumentation aussi bien dans un sens que dans l'autre, c'est-à-dire que dès lors que vous doutez de la version de vos faits, de vos circonstances, de votre histoire, avec vos parents, votre ami, votre conjoint, avec des phénomènes de société, etc., dès lors qu'en effet vous commencez à douter de la version première de votre histoire, ça veut dire que vous êtes à même de pouvoir commencer à argumenter le contraire. Et donc il est important pour chaque affirmation du genre la vie c'est pas facile, donc il faut faire sans arrêt des efforts, ou alors des pensées du genre j'ai peur dans 10 ans de me retrouver infirme, alors qu'il n'y a pas de raison actuelle
pour être infirme. Enfin bref, toutes ces peurs et toutes ces projections en avant, ou alors toutes ces projections, enfin toutes ces récupérations de votre passé en fait que votre mental va immanquablement reprojeter dans le futur, hein, c'est-à-dire que si vous avez vécu une histoire malheureuse au niveau amoureux, forcément le mental va s'empresser de dire ça plus jamais et forcément va essayer de détecter pour chaque nouvelle personne quelles sont les similitudes avec l'ancienne personne et vous dire attention, là l'histoire se répète, alors qu'en fait c'est totalement faux. C'est une projection du mental. Vous voyez à quel point il est fortiche pour essayer de trouver absolument tous les petits détails qui lui sont nécessaires pour alimenter en fait quelque chose qui est déjà présent. Voilà, et le mental a vraiment une grande puissance d'argumentation, et en même temps la puissance d'argumentation est une comment dire, est une force qui peut aller dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à remettre en question une pensée qui est fausse, une version qui est fausse, parce que encore une fois elle vous fait souffrir, donc forcément elle est fausse, et bien dès lors que vous commencez à en douter profondément, là en fait vous êtes capable de pouvoir voir alors tout ce que vous n'avez pas vu, tout ce que vous n'aviez pas vu ou pris en considération auparavant dans l'expérience ou la situation passée, ou même présente, peu importe. Mais et du coup là le mental va pouvoir commencer à chercher des éléments qui vont aller dans le sens opposé de votre affirmation première. Donc quelle que soit en fait la vision que vous avez d'une situation, d'une circonstance, le plus, j'allais dire, l'exercice le plus flagrant, c'est évidemment de prendre la phrase opposée et de prendre le contraire de votre affirmation et de voir en fait et d'essayer de commencer à argumenter pour voir ce qui se passe et pour voir si en effet vous êtes capable d'aller trouver d'autres arguments. C'est ce que font d'ailleurs, j'allais dire, c'est ce que l'on fait naturellement d'ailleurs avec notre entourage, nos amis, et c'est ce que les amis font avec nous. Quand ils essayent simplement de dire « Ah non, moi je vois pas les choses comme ça, je pense que, je pense que, je pense que », ils ont en effet une autre version de l'histoire que vous racontez. Après, elle vous parle pas, ça c'est autre chose, mais bien souvent, c'est grâce parfois aux amis ou à l'entourage qui d'un seul coup vous offre en fait une autre version des choses, parce qu'eux n'ont pas la même lecture, puisque leur propre système mental en fait leur propre système mental n'a pas les mêmes peurs au même endroit que vous. Donc forcément les appréhensions, les peurs, les craintes ne vont pas être au même endroit que les vôtres, et donc ils vont avoir une lecture beaucoup plus libre. Et c'est en ça que peuvent servir les amis, puisqu'ils peuvent vous offrir gracieusement en fait leur aide en vous proposant en fait une autre forme de lecture. Après l'important, je me rassis au même banc que la dernière fois parce que c'était bien, hein. Pourquoi changer? Donc oui, je disais, donc les amis en fait peuvent être vraiment une aide importante si vous avez du mal à argumenter comment dire, une affirmation contraire à votre affirmation première. Et vous pouvez aider vos amis, demander de l'aide à vos amis pour dire tiens, aide-moi à argumenter cette version pour voir un peu si je vais arriver à trouver en fait la vérité en moi. Parce que c'est ça en fait, même si un ami en fait dit une chose qui résonne en vous, c'est que ça devient vrai pour vous. Ça n'est pas lui qui détient la vérité, c'est une vérité que vous prenez à votre compte et qui vous parle. Donc ça devient la vôtre. Donc c'est ça qui est important de faire, c'est de systématiquement, pour chaque affirmation concernant une vision que vous avez de votre histoire, de votre passé, de votre relation actuelle, de vos circonstances actuelles, l'important c'est de commencer en fait à prendre le contre-pied des contre-affirmations. Et par exemple, si c'est je ne me sens pas bien au travail actuellement, je suis dans le stress, mon boss me stresse, essayez de voir en fait la phrase opposée, c'est-à-dire je me sens bien actuellement dans mon boulot, mon boss ne me stresse pas, et commencer en fait à argumenter. Voilà. Et ça va être un travail hyper dur, puisque évidemment vous êtes persuadé de la version première, que votre boss vous stresse et que vous n'êtes pas bien au travail. Voilà. Ensuite, ce qui est important de faire, c'est de revenir à soi.
C'est-à-dire, est-ce que la source de stress est vraiment liée à votre patron, aux circonstances de travail, ou est-ce que cela provient de vous? Donc, et c'est souvent ça provient de nous. Donc ce qui est important de faire dans la seconde étape, c'est de faire une affirmation encore tierce, qui consiste à dire je me stresse et je me rends malade au travail. Je me ruine l'esprit, je ruine ma joie au travail. Et là encore, voyez à quel point ça peut être porteur de poser les choses de cette façon-là. Et si vous n'y arrivez pas, demandez à des amis de vous donner des exemples de votre comportement qui pourrait vous amener à vous stresser vous-même. Et vous allez découvrir en fait tout un monde nouveau de paramètres que vous n'aviez pas pris en considération auparavant. Donc voilà, je voulais faire un petit rajout de vidéo pour compléter la première vidéo. Je voulais pas qu'elle soit trop longue. Je pense avoir énuméré le principal. Je pense avoir été suffisamment clair, enfin j'espère. Sinon, vous le noterez dans vos commentaires et vous me ferez des suggestions de vidéos. N'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo, évidemment. Si vous n'aimez pas, c'est pas la peine de liker négatif, hein, je m'en abstiendrai. Hein, c'est une comment dire, c'est subsidiaire, on va dire. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je pense encore une fois avoir tout dit. Si j'ai quelque chose à rajouter, eh bien je le rajouterai à la suite de mon blabla actuel. Voilà, merci encore de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps de lire cette vidéo et de prendre en considération ou pas mes propos, mais peu importe. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt.